Bonsoir à tous, bienvenue à la Cinémathèque française pour ces séances Aujourd'hui le cinéma qui ont lieu tous les lundis soirs, qui sont consacrées au cinéma contemporain. Ça s'appelle la fenêtre sur le cinéma contemporain de la Cinémathèque française. Et je suis très heureux ce soir. Vous le savez peut-être, il y a une tradition comme ça, enfin il y a une tradition, en tout cas il y a une récurrence dans cette programmation, c'est d'accueillir des films brésiliens. On est très heureux toujours d'en montrer ici dans ces séances Aujourd'hui le cinéma et de poursuivre un peu le compagnonnage d'il y a quelques années déjà avec Gregorio Garciosi qui était ici. Vous pouvez déjà commencer à l'applaudir chaleureusement. On a entamé ce compagnonnage il y a pas mal d'années déjà avec les courts-métrages. Les premiers courts-métrages, on avait fait une séance spéciale, je crois que cette programmation s'appelait Cinéma de poche à l'époque, en montrant tous les courts-métrages, en montrant progressivement la construction d'un auteur de films brésiliens. On l'a fait avec d'autres cinéastes, mais on l'a fait avec Gregorio. Et puis on a montré Obra, son précédent film, le premier long-métrage de Gregorio, et on est très heureux de montrer Tinnitus ce soir, Tinnitus avec Johanna de Verona qui était à mes côtés. Vous pouvez aussi applaudir. Johanna, on est très heureux aussi d'accueillir. Johanna qui est déjà venue ici évidemment pour plein de fois. Je pense que tu es venu ici pour les Mystères de Lisbonne, dans lequel tu jouais, et puis d'autres films. Voilà. Dans la reprise de la Cinémathèque, de la Semaine de la Critique. Ah, pour un film de Carlos Conceição. Exactement, oui. Ouais. Bonsoir. Voilà. Déjà, je voudrais vous remercier beaucoup de votre présence. Je suis très contente d'être là avec les amis, mon agent, enfin. Et j'espère que vous aimiez le film et on va avoir le temps de discuter après parce qu'il va y avoir un Q&A. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Avant que Grégorio ne dise un mot, je voudrais juste remercier déjà Wena Pitch, le distributeur, Jonathan Musset qui est ici, et grâce à qui nous postons le film. Le film devait sortir dans les jours qui viennent, et finalement il sort le 5 juillet, donc vous avez de la chance, vous êtes une véritable avant-première ce soir, du coup. Je remercie aussi l'ambassade du Brésil, Rafaela notamment qui est dans la salle, je ne sais pas où, mais en tout cas voilà, Rafaela qui est ici, plusieurs personnes de l'ambassade du Brésil sont dans la salle, et je remercie l'ambassade du Brésil pour son soutien, pour cette séance. On va pas dire beaucoup de choses du film, je vais laisser parler Gregorio, traduit par Alban Sono, vous pouvez aussi l'applaudir, qui est ici. Et on reviendra après de toute façon pour la discussão. Gregorio. Bom, Bernardo, primeiro, obrigado pelo convite. Eu conheço bem o Bernardo, ele é dos maiores embaixadores do cinema brasileiro na França. Bernard, d'abord, je voulais te remercier pour l'invitation. Bernard, on se connaît bien maintenant, il est un des principaux ambassadeurs du cinéma brésilien en France. Eu queria agradecer também ao meu distribuidor, Jonathan, que está aqui presente, que tem a coragem de lançar filme brasileiro na França, nesse período pós-pandemia. Je voulais aussi remercier mon distributeur qui est présent ici et qui a le courage de lancer un film brésilien dans ce contexte post-pandémique. Então, vocês estão presentes aqui, junto de dois dos maiores entusiastas da nossa produção nacional. Donc vous êtes ici avec deux des personnes les plus enthousiastes de notre production nationale. Quero agradecer também o seu agent, Danilo, que está presente. Je voulais aussi remercier Danilo qui est présent. E o Ministério das Relações Exteriores, que está promovendo o apoio do lançamento aqui na França. Et le ministère des Affaires étrangères qui fait la promotion de ce lancement ici en France. Hoje, além da gente contar com a presença da Joana, que veio especialmente de Portugal para cá. Aujourd'hui, en plus d'avoir avec nous la présence de Johanna, qui est venue spécialement du Portugal pour Paris. E eu acho que vocês vão perceber durante a exibição, porque ela está sendo elogiada em diferentes países. Et je pense que vous allez comprendre en voyant le film pourquoi elle reçoit autant d'éloges dans plusieurs pays. E ela fez um papel que é muito, muito difícil do ponto de vista físico e emocional. Elle a eu un rôle qui était très difficile du point de vue physique et émotionnel.
E a gente também conta com a presença não da nossa antagonista, mas da mãe da antagonista que está presente aqui, a mãe da atriz Ali Willow. Et on compte aussi avec la présence de, non pas de l'antagoniste, mais de sa maman qui est présente ce soir, donc la maman de Ali Willow. E a última vez que eu vim aqui na sala, eu estava acompanhado da protagonista do filme Obra, que está aqui presente na sala, Lola Peplow. La dernière fois que je suis venu ici, j'étais accompagné de l'actrice principale de film Obra, qui est présente aujourd'hui dans la salle, Lola Peplow. Então, essa é uma sala que é muito especial, porque eu tive a oportunidade, a convite carinhoso do Bernardo Payen, de exibir a minha filmografia até o momento, com os curtas e meus longas. Eu espero continuar fazendo filmes para poder voltar a exibi-los nessa sala. Donc c'est une salle très spéciale pour moi, puisque j'ai pu y montrer tous mes films, de mes courts-métrages à mon long-métrage Obras, et donc j'espère que ça restera une salle très spéciale pour moi. E essa é uma sala muito única, porque foi aqui que eu assisti o filme Olhos Sem Face, do diretor que dá nome à sala. Et c'est une salle très spéciale pour moi, parce que c'est ici que j'ai pu voir le film... Merci. Les yeux sans visage, du réalisateur qui donne son nom à cette salle. E como eu não falo francês ainda, foi um desafio assistir o filme e ficar apaixonado por ele, mesmo sem entender a língua. Et comme je ne parle pas encore français, ça a été un peu un défi pour moi de voir ce film et de me prendre de passion pour ce film, malgré le fait que je ne maîtrise pas la langue. Bom, vocês escutaram o título Tinnitus. O Tinnitus ele tem uma tradução francesa direta, chama acouphène. Donc le film que vous allez voir s'appelle Tinnitus. Donc le tinnitus, ça a une traduction directe en français qui est acouphène. Que é um processo de perda auditiva em que a pessoa que sofre dessa condição, em vez dela mergulhar no silêncio, ela começa a escutar ruídos que não existem na realidade. Qui est donc un processus de perte d'audition dans lequel la personne, au lieu de plonger dans le silence, elle commence à écouter des sons étrangers. Isso pode ser leve, contínuo, mas perturbador, como por exemplo o barulho de uma máquina de projeção numa sala de cinema. Ça peut être léger et continu, mais perturbant, comme par exemple le bruit d'une machine de projection dans une salle de cinéma. Ou muito alto, contínuo, como ensaio de uma banda de heavy metal no andar de cima da sua casa. Ou très fort et continu, comme une répétition d'un groupe de heavy metal au-dessus de chez vous. Essa condição é uma condição perturbadora, e por isso eu acho que é muito especial que o filme não seja só visto, mas ele possa ser escutado numa sala de cinema. C'est une condition très spéciale, et c'est pour ça que je pense que c'est important que ce film il puisse être vu, mais aussi écouté dans une salle de cinéma. Desejo a vocês uma boa sessão, e a gente vai estar aqui junto com a Joana para a gente conversar com o Bernard depois do filme, e eu vou voltar a palavra para ela para saber se ela quer dizer alguma coisinha para vocês. Je vais vous souhaiter un bon film, et on se retrouvera après avec Bernard et Johanna pour pouvoir discuter, et je vais quand même lui laisser le dernier mot pour voir si elle veut dire une petite chose. Non, c'est juste merci beaucoup d'être là et profiter du film, et on parlerait après. Merci beaucoup. Alors, bon, évidemment, vous intervenez quand vous le souhaitez. On va entamer cette discussion. C'est vrai que ce film-là, il vient de loin, Gregorio, puisque cette histoire, en fait, avait déjà été développée dans un court-métrage qu'on est passé d'ailleurs ici, qui s'appelait Saltos, qui était aussi l'histoire, mais c'était un garçon, cette fois-ci, dans ce court-métrage, qui avait un problème d'ouïe, problème aussi d'acouphène, c'est à peu près la même histoire. Donc pourquoi cette histoire t'obsède autant, de façon à avoir fait un court, puis un long après?
claro, claro. Bernardo, obrigado. De novo, obrigado pelo convite. Não só de exibir o Tintos, mas de ter exibido esse curta-metragem Saltos aqui que você comentou. Para falar a verdade, a inspiração para esse filme nasceu antes do curta-metragem. Foi assistindo uma pintura muito famosa do artista plástico inglês David Hockney, chamada Bigger Splash. Merci beaucoup. Déjà pour commencer, pour avoir pu montrer ce film, et puis effectivement le court-métrage qui était venu avant, qui s'appelait Saltos. En fait, l'inspiration est venue même avant encore, à partir d'une peinture de David Hockney qui s'appelle A Bigger Splash. E nessa pintura, a gente vê o resultado de salto. A gente vê a plataforma, a água espirrando, mas a gente não vê o mergulhador. Et dans cette peinture, on voit en fait le résultat d'un plongeon. Donc on devine le plongeoir et on devine les gouttes faites par le plongeon, mais on ne voit pas le plongeur. E eu pensava, bom, será que aconteceu salto, como o pintor sugere? Se aconteceu o salto, onde o mergulhador está? Será que esse salto foi bem sucedido ou não? E se não foi, o que causou esse acidente? Et je me disais, est-ce qu'il existe vraiment ce plongeur? Si ce plongeur existe, est-ce que c'était un plongeon réussi ou non? Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce plongeur? E essa combinação, como que já existia nesse curta-metragem, veio um pouco de uma livre associação, de um esporte que exige um controle físico e mental muito grande, para você ficar na beira de uma plataforma, para você desafiar a gravidade, para você saltar 10 metros e entrar na água. Et donc toute cette question venait de ce sport qui demande un contrôle extrêmement fort pour vous retrouver au bord du plongeoir, au bord du précipice finalement, et pour plonger. E ter uma doença que pudesse te eliminar esse controle, uma doença que pode existir dentro do próprio corpo e pode aparecer de uma hora para outra, parecia assustador e parecia que ela ia na contramão da prática desse esporte. Et il y avait donc une maladie qui pouvait faire perdre ce contrôle qui était nécessaire et qui venait un peu à contre-courant finalement du contrôle nécessaire pour ce sport. Então, quando eu fiz aquele curta, foi o meu segundo curta-metragem, eu fiz com o meu coração, como o melhor que eu podia, e fiquei muito contente que o filme ele teve uma boa circulação. A gente exibiu junto o filme no Festival de Locarno, depois no Festival de Clermont-Ferrand. Eu tinha muito orgulho de ter feito ele, mas eu olhava para a tela e pensava, peraí, tem mais coisa para contar. Et donc quand j'ai fait ce film, je l'ai fait vraiment avec tout mon cœur, et c'est un film qui a eu pas mal de succès, qui a été montré à Clermont-Ferrand et à Locarno. Mais quand je le voyais à l'écran, je me disais, il y a plus de choses à raconter. Então eu continuei pesquisando o esporte, eu continuei pesquisando a doença, e eu tinha o instinto que essa personagem era Marina, que foi muito bem interpretada pela Joana, e eu queria saber quem era essa personagem, como ela sofreu com a doença, que rumos a vida dela pode ter tomado depois dela sofrer um acidente. Et donc j'ai continué à faire des recherches à la fois sur ce sport et sur cette maladie, et j'ai eu l'instinct que ce personnage, ça devait être Marina, qui est très bien interprétée par Johanna, et je voulais savoir quel était son destin, comment elle en est arrivée là. Então, esse curta acabou servindo de base, de inspiração para conseguir fazer uma longa-metragem que teve essa semente na frente dessa pintura do pintor inglês. Et donc ce court-métrage a finalement servi d'inspiration pour arriver à ce film-là, et avec comme racine, comme graine, la peinture de David Hockney. Et est-ce que c'est progressivement que le scénario est devenu politique d'une certaine manière, parce que il y a cette idée de faire un personnage de femme résistante, et puis petit à petit, voilà, il s'est passé aussi des choses au Brésil qui fait que ça a pu t'inspirer aussi dans l'écriture et dans la réalisation du film, et même métaphoriquement, c'est vrai que il y a une sorte de ce que représente la piscine, enfin ce lieu, et métaphoriquement aussi une sorte d'îlot de résistance. Claro, como eu digo com o público, o Bernard foi uma das primeiras pessoas que assistiu uma versão de trabalho do filme ainda, junto com o cineasta Kleber Mendonça Filho. E eles levantaram essa questão política, porque eu estava finalizando o filme ainda no governo anterior, no governo Bolsonaro.
Effectivement, Bernard a été un des premiers à avoir une version de travail du film avec un réalisateur qui s'appelle Cleber Mendonça Filho. Et effectivement, moi je finalisais ce film durant le gouvernement précédent de Bolsonaro. E uma sensação de mal-estar era muito presente naqueles que acreditavam que não era o melhor rumo para o país. Et il y avait une sensation de mal-être très présente pour ceux qui pensaient qu'on n'était pas dans le meilleur moment pour notre pays. E o filme ele começa no momento em que um partido político, pessoas que acreditavam num tipo de valores que são muito diferentes dos valores dos artistas, eles estavam usando a bandeira do Brasil, as cores do Brasil e o hino nacional, quase como se fosse uma espécie de sequestro desses símbolos que pertencem ao país inteiro. Et donc le film commence a commencé à un moment où un parti politique qui avait des idées qui étaient très éloignées des idées des artistes s'était approprié à la fois le drapeau brésilien mais aussi l'hymne brésilien comme s'il séquestrait ces symboles. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que quando a gente toca o hino nacional e a Marina ela percebe alguma coisa muito turbulenta, errada dentro do corpo dela, eu acho que a gente já tem o nosso comentário político desenhado. Et donc, pour répondre à ta question, quand on entend jouer l'hymne brésilien et que Marine elle sent cette turbulence à l'intérieur d'elle, je pense que tu as là ta réponse. Alors, on va parler aussi avec Johanna, évidemment. Je vais vous poser la question à tous les deux. Comment ce personnage a été construit? Est-ce que tu as pensé à Johanna en écrivant, ou est-ce que c'est après coup que tu as demandé, de l'interpréter? Et puis évidemment, Johanna, je dois un peu avoir le contre-champ et savoir un peu comment tu as reçu ce scénario la première fois que tu l'as lu. Oui, on s'est rencontrés à Cannes, je crois que c'était la première fois. J'étais là pour présenter le film de Miguel Gomez, Arabian Nights, Les Mille et Une Nuits. Et on se parlait, me parlait du film, ça me ressemblait déjà à quelque chose d'intéressant et différent du cinéma qu'ils ont fait au Portugal. Et après, j'ai lu le scénario et on passait pas mal des heures par Zoom, beaucoup, et vraiment c'était un super challenge pour moi le scénario, parce que j'ai vu toutes les séquences, autant de cinéma qu'il y a dedans, la complexité de la Marina, la personnage, le côté physique. Moi j'aime beaucoup la danse, le théâtre physique, donc j'aime beaucoup la performance avec du travail du corps, et ce personnage il est beaucoup intense dans ce côté. Et même la question de la maladie, c'est un sujet que moi je connais pas, cette maladie, donc on voit pas souvent ce sujet dans les films. Et tout le côté compétitif de l'athlétisme, de ces sports, donc la mermaid, plein de choses bizarres et fous, cette tête, ce directeur-là. Et je me suis dit, voilà, j'ai refusé une série de police par HBO Espagne pour faire ça, parce que je dis, ok, HBO Espagne, les polices, le machin normal qu'on voit tout le temps, et ce film c'est tout à fait différent, et je voudrais le faire bien sûr. Et après j'ai arrêté de fumer, je passais quelques moments difficiles parce que c'était un tournage très difficile, c'est le film plus difficile de le faire pour moi. De tous les films que j'ai fait, c'est le plus exigeant parce que c'était l'été à São Paulo. Et c'était dur, c'est le froid, tout le temps de l'eau. Après, j'ai appris à faire la apnea pour les scènes. Donc, j'ai arrêté de fumer et tout. J'ai peur des tartarugas, tortures et les sharks and everything. Et j'ai dit, mais c'était super pour moi, en fait. J'aime bien le challenge et je crois que ce film... il part en beaucoup de sens différents et des sujets, des manières de filmer qui m'intéressent. Donc, merci.
Bom, quando a gente filmou no Aquário de São Paulo, os tubarões são dois, é um casal. Tem uma tartaruga que tem mais ou menos o meu tamanho, que costuma morder os nadadores. Eles mostraram tanto respeito pela Joana durante a filmagem que eles só reapareceram no aquário no dia seguinte das cenas. Quand on a filmé à l'aquarium de São Paulo, il y avait donc un couple de requins et il y avait une énorme tortue qui était connue pour mordre les nageurs. Et ils ont tellement eu de respect envers Johanna qu'ils ne sont réapparus que le lendemain, après la fin du tournage. La sirene? Para falar a verdade, assim, essa é uma filmagem muito difícil para qualquer ator, porque é uma preparação para três mundos diferentes, né? Entender o mundo do tinnitus, de quem sofre de tinnitus, já ia ser suficiente, difícil para qualquer ator. E a gente teve uma médica especialista na doença que orientou o processo de escrita, a pesquisa e preparação da Joana e dos outros atores. Et de toute façon, c'était un film qui était difficile pour n'importe quel acteur parce qu'il fallait en fait s'emparer de trois mondes différents. Il y avait d'abord le monde de la maladie, le monde des acouphènes, et donc il y a eu un accompagnement d'une médecin, une docteure qui était spécialisée dans le sujet, sur le sujet. E além disso, preparar o treino do som ornamental é uma coisa muito complexa, porque quando você vê a personagem se preparando, ela caminhando, ela respirando, ela preparando os movimentos que antecedem os saltos, era muito importante que a gente acreditasse nisso. Então ela também se preparou para fazer isso junto com uma técnica que faz uma participação especial no filme. Et il y avait aussi le fait de se préparer pour tout l'univers du plongeon, puisqu'il y avait la respiration, le fait de monter sur le plongeoir. On voulait vraiment que les gens y croient, et donc elle a fait ce travail de se préparer avec une coach sportive qu'on voit d'ailleurs qui fait une petite apparition dans le film. E ter a perna amarrada e mergulhar na água salgada por 5 minutos e sorrir para a câmera e estar deslumbrante não é para qualquer pessoa. Et avoir les pieds attachés et nager dans l'eau salée pendant 5 minutes et continuer à sourire pour n'importe qui. J'ai une parenthèse, mais je crois que la sirène, le fait que Johanna ait ce travail de sirène a été inspiré par les sirènes de l'aquarium de Paris, parce que il faut rappeler que tu as développé aussi ce scénario à la Cinefondation, et que donc tu es resté plusieurs mois à Paris et que tu as eu l'occasion d'aller dans cet aquarium et voir ces sirènes, c'est ça? Si, c'est vrai. Sim, a inspiração veio da França, o filme foi escrito aqui, tem outras inspirações que eu posso compartilhar com vocês relacionado à equipe de som ornamental, mas essa personagem é uma personagem que me recebeu, que recebe filas de filhos, de pais, muito interessados em vê-la performar. E à noite ela também trabalha no Moulin Rouge, então a sereia Claire, ela inspirou esse papel. Oui, effectivement, le film a été écrit ici. Il y a d'autres choses qui m'ont inspiré, que je peux partager avec vous, notamment sur la question du plongeon. Mais effectivement, il y a ce personnage de cette sirène qui reçoit des files entières de parents et enfants, et qui effectivement fait ça la journée, et la nuit travaille au Moulin Rouge. E, para falar a verdade, ela é uma pessoa excepcional, porque além dela performar como sereia e ter uma presença muito forte, ela é especialista na representação e na iconografia da sereia em diferentes sociedades, na história da arte e no cinema. Et donc cette personne qui s'appelle Claire, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est une personne exceptionnelle parce qu'en plus de ça, elle est spécialiste dans l'iconographie des sirènes. E a sereia, como a gente entende ela hoje, como essa cauda e deslumbrante, surpreendentemente foi criada pelo cinéasta qui est homénageado na Cinemateca, o Georges Méliès. Et la sirène, effectivement, qu'on voit avec cette queue et la manière dont on la voit, elle a été créée par le cinéaste auquel on rend hommage ici, qui est Georges Méliès. Em outras culturas, a sereia era assustadora. Dans d'autres cultures, la sirène, elle est effrayante. E esse aspecto mítico é muito interessante, porque a baleia que aparece no início do filme, a baleia narwhal, ela é considerada por muitas pessoas como uma criatura imaginária, que não existe.
Et cet aspect mystique, il est intéressant parce que le narval qu'on voit au début du film, dans beaucoup de cultures, il est considéré comme s'il n'existait pas. E, pelo contrário, tem muita gente que acredita que a sereia pode existir. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui pensent que les sirènes existent. Mas é verdade, dentro da cultura, dentro das nossas histórias orais, diferentes culturas, as mais diferentes culturas imaginam que a sereia, ou um tipo de sereia, pode existir. Isso faz parte da tradição humana. C'est vrai, au long des traditions humaines, et notamment de l'histoire orale, des gens pensent que les sirènes peuvent exister. E eu não sei como falar isso, mas quando a gente estava pesquisando a sereia no Aquário de São Paulo, as guias falavam que às vezes ficavam constrangidas quando os pais acreditavam que a sereia era de verdade. Et c'est vrai que quand on a fait ces recherches, notamment à l'aquarium de São Paulo autour des sirènes, parfois on se sentait gêné, ou les gens de l'aquarium se sentaient gênés quand les parents expliquaient que la sirène à leurs enfants que la sirène qu'ils voyaient était réelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une dimension onirique et fantastique dans le film. Je me demandais, Johanna, si ça avait un impact aussi dans ton jeu, cette dimension-là, le fait que le personnage soit confronté à plein de choses, qui sont de l'ordre du rêve ou parfois d'une dimension parallèle, ou on y reviendra peut-être, la dimension du double aussi, notamment, enfin, il y a plein de choses dans la mise en scène, mais aussi plein de choses dans l'interaction avec Teresa, par exemple, l'autre personnage. Mais en tout cas, cette dimension-là, onirique, est-ce que dans ton jeu, ça avait une importance aussi Oui, ça avait une importance pour moi comme comédienne, parce que moi j'aime beaucoup, pas forcément le naturalisme et le réalisme, j'aime beaucoup le côté onirique. Tu donnes plus liberté comme directeur pour aller plus loin. À Marina, je crois que pas non, directement dans son jeu, parce que elle n'est pas dans ce moment de conscience que certaines choses se passent. Donc, c'est pas quelque chose qui a d'influence sur le personnage, mais pour moi, c'était important, oui. De savoir que le film flirte aussi, fait cette mélange aussi de langage. Ça m'intéresse, oui. Il y a une autre dimension qui est très importante, c'est la dimension du monde intérieur de Marina. Qu'est-ce qu'elle vit intérieurement. Et ça, c'était... Parce que c'est pas un personnage forcément qui parle beaucoup, mais qui vit intensément des choses et qui vit évidemment sa maladie, son problème d'acouphène. C'était quoi la difficulté du jeu à ce moment-là beaucoup être pas overacting, c'est toujours un challenge. J'étais peur à un moment donné de avoir aussi des crises de tinnitus, parce que parfois les comédiennes elles vont à fond et les comédiens ils travaillent beaucoup, donc parfois il y a un psychosomatique processus. Et je demandais à l'acteur, est-ce que ça se passe avec moi, comment je fais. Donc c'était difficile. Moi, le directeur de son envoyant un fichier WeTransfer horrible avec 20 fichiers différents de sons, de bruits bizarres que je dois écouter toute la nuit. Je dis mais ça c'est pas possible. Je fais ce travail de préparation pour le film, je vais être folle. Mais la dimension, c'est difficile à trouver le bon équilibre, ouais, le point juste pour jouer ça. Sans être overacting all the time. Et la dimension antérieure, oui, elle parle pas beaucoup, elle est très, pas explosive, mais implosive. Et ça, c'est toujours difficile parce qu'elle travaille beaucoup sur l'attention, dans le sport, dans sa vie, dans son secret, dans son problème. Donc, c'est un personnage très tendu. Intense aussi. Ouais, intense, tendu, et cette tension tout le temps. Tous mes jours off, j'étais tous les days off chez acupuncture, chez massage, chez machin pour essayer de survivre. Mais oui, c'était dur physiquement, ça c'est sûr. Il se passait des choses drôles et assez bizarres.
enfin pas bizarre, mais mon appartement à São Paulo, il avait une sirène par. Et je demandais à la production, écoute, mais est-ce qu'Evo a fait ça pour faire une blague? Elle dit non, c'est déjà comme ça, un appartement qu'on a pris pour toi. Donc, il était les Jeux Olympic Games dans la cuisine, après la sirène. Je dis, ok, ça c'est bizarre. Beaucoup de signes. Et c'est vrai qu'on ouvre l'univers pour construire, pour faire de travail artistique, on s'ouvre pour cet univers-là. C'est vrai qu'on peut voir des signes partout, mais même le yellow, le jaune, que c'est une couleur importante pour Marine. Même la cuisine était toute sur jaune, et je dis ok, on s'arrête là, c'est bon. Il y a beaucoup de choses, enfin. Mais c'est pour ça, parfois quand il y a beaucoup de signes comme ça, je sens que c'est le chemin, c'est le bon chemin. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Ah oui. Merci pour le film. C'est pas parce que je suis japonais que je veux poser cette question. Il y a beaucoup d'autres qui se demandent la même chose. Pourquoi autant de Japon dans le film? Merci pour votre question. A questão do Japão começou aqui, pesquisando. Eu estava entrevistando as atletas francesas que estão se preparando para competir no Brasil. La question du Japon a commencé ici, en fait, pendant que je faisais mes recherches et que j'interviewais les athlètes françaises qui se préparaient pour le Brésil. E elas explicaram que a competição mais importante é a cada 4 anos. Et elles expliquaient que la compétition la plus importante, c'est tous les 4 ans. Então, apesar delas competirem o ano inteiro, elas precisavam ter uma estratégia para diminuir a ansiedade nesse momento especial que acontecia a cada quase meia década. Et donc, malgré le fait d'avoir des compétitions tout au long de l'année, il leur fallait trouver un moyen pour diminuer le stress qu'elles pouvaient ressentir avec cette compétition qui a lieu à peu près la moitié tous les 10 ans. Então, nesses 4 anos, elas começavam a escutar música brasileira, comer comida brasileira, ler revistas brasileiras. Et donc, durant ces 4 ans, elles ont commencé à écouter de la musique brésilienne, manger de la nourriture brésilienne, lire des magazines brésiliens. E quando eu vi elas no Rio de Janeiro, elas perceberam que tudo que elas se prepararam nesses 4 anos era muito diferente da realidade. Et quand je les ai vues à Rio, en fait, elles se sont rendues compte que tout ce sur quoi elles s'étaient préparées était en fait très différent de la réalité sur place. Mas essa ideia de criar país imaginário dentro da própria cabeça parecia muito interessante para mim e muito interessante para o processo mental dos atletas. Mais cette idée de créer un pays imaginaire à l'intérieur de sa propre tête me paraissait très intéressante et très intéressante dans l'imaginaire des athlètes. Então, 4 anos depois, não foi uma surpresa ver as atletas brasileiras repetindo o mesmo processo com a cultura japonesa. Donc 4 ans après, ça n'a pas été une surprise de voir les athlètes brésiliennes se remettre en place le même processus. E como você deve saber, uma cidades em que mais se fala japonês fora do Japão é a cidade que eu vivo, que é a cidade de São Paulo. Et vous savez peut-être que l'une des villes où on parle le plus japonais hors du Japon, c'est la ville où je vis, donc la ville de São Paulo. Então, para minha história, eu acho que levar os personagens para esse bairro, que é o bairro da Liberdade, era a única opção possível. Et donc pour mon histoire, le fait d'emmener ces personnages dans ce quartier japonais, qui est le quartier à São Paulo de Liberdade, c'était le seul chemin possible. Então, depois eu tinha essa questão que eu podia filmar no Japão, eu podia filmar no Brasil e mudar do Japão, ou eu podia criar essa sensação de alguém que vive em São Paulo, imaginando como o Japão seria no período olímpico. Et donc j'avais ces options d'aller filmer au Japon, filmer au Brésil une émulation du Japon, ou bien filmer la sensation de quelqu'un qui avait cette vision du Japon. Então, quando eu escolhi a terceira opção, eu achei que estava sendo muito original. Et donc quand j'ai choisi cette troisième option, je me suis dit que c'était très original. E quando eu vi o resultado das Olimpíadas, eu fiquei surpreso porque foi muito parecido com o que eu filmei. Et donc, quand j'ai vu le résultat des Jeux Olympiques, j'ai été très surpris parce que c'était très ressemblant avec ce que moi j'avais filmé. Os estados eram apagados, as zonas de sombra eram muito grandes, não tinha público e os aplausos vinham de algum lugar fantasmagórico. Les stades étaient vides, les lumières étaient éteintes, et
pas de public, et donc c'était très ressemblant avec ce que j'avais fait. Eu espero que tenha sido respeitoso com a cultura japonesa, porque eu pesquisei bastante para fazer essa representação. Et j'espère que c'était respectueux de la culture japonaise, parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour arriver à ce résultat. Question complémentaire justement là-dessus, mais ce dont on parlait sur l'onirisme, effectivement il y a ce sentiment aussi qui est voulu par la mise en scène, c'est de sentiment d'indétermination géographique, c'est-à-dire qu'on ne sait plus à un moment donné si on est au Brésil, si on est au Japon, on ne sait plus où on est parce qu'il y a aussi la mise en scène qui joue de ça aussi. Et est-ce que tu peux dire un mot sur l'onirisme du film justement, cette volonté de faire un film presque somnambulique, comme un rêve éveillé? Sim, ele perguntou sobre a questão da representação, Sim. Eu acho que essa questão da representação do Japão, como o Japão entra no filme, ele acaba entrando em alguns universos que a personagem ela está adormecida, né? E essa questão se embaralha no filme. Será que foi proposital? C'est vrai que cette question, elle apparaît parfois quand la personnage principale elle est endormie, et Será que isso foi proposital? je ne sais pas si je ne l'ai pas fait exprès. Une autre question, intervention, oui. Je vais vous donner le micro, c'est mieux. Eh bien, Grégoire, merci pour ton film. Je voudrais savoir, alors le Brésil vient de passer 4 ans très difficiles. Je voudrais savoir la production. Qu'est-ce que ça avait dit, produire un film comme celui-là au Brésil, comment ça a été la production, tous les processus, parce que sans l'argent on ne fait pas de film. Et des coups, je voudrais savoir comment ça a été ce processus. Merci. Alberto, essa pergunta é uma pergunta que impactou muito a indústria da produção no Brasil. Como você sabe, durante o período de ditadura existia censura. Nessa modalidade de governo, em vez de censura, teve um extermínio do financiamento. Effectivement, c'est une question importante, l'impact qu'il y a eu sur les productions au Brésil. Comme on peut le savoir, durant la dictature, il y avait un processus de censure. Durant le précédent gouvernement, il y avait pas un processus de censure, mais un processus d'extermination financière de la culture et de la production. Então tinha muita ansiedade para saber se os recursos que foram obtidos a partir da premiação do meu primeiro filme no governo anterior seriam liberados nesse governo. Então foi um período de muita incerteza. Foi muito difícil a gente saber se durante a rodagem a gente ia conseguir finalizar esse filme. Et donc il y a eu beaucoup d'incertitudes puisqu'on ne savait pas si l'argent qu'on avait pu avoir sous le gouvernement précédent, on allait toujours l'avoir sous le gouvernement actuel. Et donc c'était vraiment beaucoup de stress et d'incertitude en avançant dans le tournage du film. Então a minha resposta só pode ser uma. Criativamente eu continuei trabalhando no filme, intercalando as sessões de edição com o desenho de som. Et donc j'ai continué à travailler sur le film en imbriquant Intercalando a edição com o desenho de som. Le montage avec effectivement le travail sur le son. Trabalhando com segunda unidade e filmagem adicional do filme e reescrevendo o diálogo adicional para as atrizes que, gentilmente, a Joana e a Ali, várias vezes para testar os diálogos, elas mandavam frases adicionais pelo WhatsApp e eu inserindo no filme. Et en continuant à travailler aussi sur des dialogues additionnels, notamment en travaillant avec les actrices Joana et Ali, qui très gentiment m'envoyaient des bouts de dialogue sur WhatsApp. Então, eu acho que para mim é um privilégio muito grande ter a oportunidade de fazer um filme, e apesar desse contexto obscuro, que causou pânico nos artistas, eu continuei trabalhando e acho que o resultado está na tela. Et donc j'ai pris ça comme un réel privilège de pouvoir, malgré ce temps obscur, continuer à travailler, et le résultat, il est sur l'écran. Espero que o próximo filme seja mais rápido para poder voltar a apresentar o filme junto com o Bernard na Cinemateca. Et j'espère que le prochain film vienne plus vite pour que je puisse revenir présenter donc, ce prochain film avec Bernard ici à la Cinémathèque. Il y a d'autres interventions dans la salle? Oui.
Pourquoi vous faites que Teresa attrape aussi les tinnitus? Eu acho que essa é uma questão intimamente ligada à cultura brasileira e eu acho ela compreendida através do antropofagismo. Je pense que c'est une question qui est très liée à la culture brésilienne, qu'on peut comprendre à partir de l'anthropophagisme. Quando você quer comer uma pessoa que tem as qualidades que você quer obter, você... Quand on veut avaler, manger la personne qui a les qualités que nous, on veut obtenir. Parecia interessante que junto com as qualidades, os defeitos também viessem. Et donc je trouvais intéressant que avec les qualités, les défauts viennent aussi. Il y a quelque chose qui m'intrigue. En fait, j'ai trouvé le film magnifique. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était étrange, qu'on est toujours entre la réalité et le rêve. On ne sait plus très bien où on est. Et on a cette impression quand on est sous l'eau, en fait, aussi, où on perd un peu ses repères. Mais ce qui m'a beaucoup intriguée, c'est la relation entre la lumière et le son. Et du coup, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si... Bien évidemment, vous avez travaillé sur la lumière pendant le film, mais si vous aviez déjà l'idée de la liaison entre le son et la lumière, ou si c'est quelque chose qui est venu au montage, en regardant les images, en fait, et en travaillant sur le son. Essa é uma pergunta complexa de responder. C'est une question complexe pour répondre. O som começou a entrar no filme no papel, durante o processo de escrita do roteiro. Le son a commencé à entrer dans le film déjà sur le papier durant la période d'écriture du scénario. E é claro, ele continuou durante todo o processo de desenho de som até a trilha sonora, que foi feita por um compositor muito conhecido aqui na França, que compõe a banda que desenha o som dos filmes da Claire Denis. Et ça a continué évidemment pendant toute l'édition du son et puis aussi pendant l'édition de la bande-son du film qui est composée par quelqu'un qui est très connu en France puisqu'il compose le groupe qui fait les bandes-son de Claire Denis. E sobre a questão da combinação com as imagens, eu tinha, ainda inspirado por as pinturas do David Hockney, uma ideia muito clara de como seriam os enquadramentos desse filme. Et sur le lien avec les images, j'avais de nouveau, en lien avec l'inspiration qui me venait de la peinture de David Hockney, une idée très claire de ce que serait le cadrage. Mas foi uma surpresa descobrir, trabalhando com um fotógrafo e cinematógrafo, que é considerado um dos melhores fotógrafos de cinema independente contemporâneo, e eu acho que ele merece o título de poeta da luz. Mais ça a été une surprise de découvrir en travaillant avec un directeur de la photographie qui est considéré comme un des meilleurs du monde dans sa catégorie, et donc de découvrir effectivement ce lien avec la lumière. Oui. Então, várias vezes quando eu estava filmando, antes dos atores entrarem em cena, ou quando a gente estava fazendo blocking, eu tinha a sensação que tinha um ator mais lá, e esse ator era a luz. Et donc à chaque fois quand on allait lancer le tournage, on avait la sensation qu'il y avait un acteur en plus des acteurs qui étaient présents, qui étaient là, qui était effectivement la lumière. E depois, na combinação da trilha sonora com as imagens montadas, a gente teve um trabalho de correção de cor, que foi muito importante. Nesse trabalho de correção de cor, a gente pôs de desenhar as cores finais do filme. Isso foi muito importante para a representação do Japão, através da cor vermelha, e através da distinção das cores da água, para saber se as águas elas são realistas do ponto de vista esportivo, ou se elas representam um onírico, como o Bernard perguntou na última pergunta. Et après, on a eu effectivement tout un travail de correction des couleurs, d'étalonnage, pour effectivement arriver à ces couleurs, par exemple la question du Japon avec le rouge, ou bien les différentes couleurs de l'eau. Oui, c'est très intéressant. Sim. C'est intéressant aussi, peut-être avec Johanna, de parler de la relation au directeur photo, Rui Bossas. Et l'idée des chaînes de plans, comment on joue
en fait, en fonction des échelles de plan, j'imagine que tu es curieuse de savoir comment tu vas être filmé, comment tu vas être cadré à chaque fois. Et du coup, c'est aussi ton premier regard, ça veut dire directement sur toi, puisqu'il cadre aussi Rui Bossas. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en parler? Bon, j'ai déjà travaillé avec Rui déjà 12 ans avant, 13 ans avant dans un court-métrage, 14 avant, un truc comme ça. Il est formidable, il est très obsessif, il travaille beaucoup, presque en silence. Il travaille beaucoup aussi avec Miguel Gomez, avec Lucrecia Martel et beaucoup de gens latino-américains. C'est pas que je m'intéresse à savoir comment je vais être cadrée, parce que parfois, quand la scène ne permet, moi jamais veux couper et déranger ton travail pour demander « Excusez-moi, c'est comment le cadre ?» Parfois, tu peux voir dans la caméra qu'est-ce qui se passe pour aider aussi, pour savoir. Mais dans ce cas-là, beaucoup de fois, c'est pas possible parce que c'était des scènes très fortes, très intenses, donc c'était pas possible de le faire. Mais la lumière, bien sûr, qui aidait beaucoup ce travail. Dans mon travail, je travaille dans ce film spécifiquement beaucoup autour du son, parce que c'est un vrai personnage, c'est presque un protagoniste. Mais pour moi, normalement, la lumière, c'est très important, et aussi l'espace. Recevoir beaucoup d'informations d'espace, pour moi, c'est important dans la performance. Mais j'ai une histoire très drôle avec Rui, dedans de l'aquarium, parce qu'il était il tentò... fall in English, sorry. Il a essayé de faire le focus avec un laser, parce qu'il a le vitre de l'aquarium. Donc j'ai essayé beaucoup de fois de nager et tout. Et avec, comment on dit, raya? L'arrêt. À l'arrêt, beaucoup de fois, apparu comme ça, dans mon visage, comme ça, dans les vitres. Et donc il dit, mais putain, mais c'est la 15e fois qu'on essaye, again, action. Et à nouveau, il a rien. Donc et pour lui, c'était très difficile à cadrer la scène de l'aquarium. Et pour moi aussi, de le faire. Mais on a une très bonne relation, on s'écoute beaucoup. On ne parle pas beaucoup sur set, en fait. Et c'est bien qu'il a dit que Jessica, que c'est la vraie athlète dans le film, elle m'a aidé beaucoup. Elle ne bouge pas les pernas. Les jambes. Je commence à... Tu peux le dire en portugais. Oublier tout, pardon. Elle ne bouge pas les jambes. Et elle est vraiment une athlète incroyable au Brésil, genre elle a reçu beaucoup de prix et tout. Et elle m'a beaucoup appris, beaucoup sur les méthodes, les disciplines, les choses à manger, la nourriture des athlètes, de focus. Elle aussi, elle essaie d'être dans la compétition paralympique. Donc elle est c'était très important pour moi de travailler avec elle. Elle m'a appris beaucoup. Bom, eu queria complementar a Joana, falando, já que ela citou a Jéssica para concluir essa questão. Escalar ela foi muito, muito particular, porque eu escrevi um filme para o deficiente que se fantasiava de sereia e que performava no aquário junto com a Marina. Puisque je vais compléter, puisque Johanna a mentionné Jessica, parce qu'il y avait effectivement cette question d'un Eu escrevi essa personagem, né? E eu tinha que escalar ela. E isso foi muito complexo, porque é uma sereia qui est déficiente. Et donc, il fallait effectivement que j'avance sur ce personnage. C'était très compliqué, puisque c'était effectivement le personnage d'une sirène qui avait ce handicap. Então eu vou no Centro Paralímpico, que os atletas eles têm excelência mundial, e encontro a Jéssica, que para o treinamento dela para vir falar comigo. Et donc, je vais au centre paralympique où il y a effectivement ces athlètes de haut niveau qui sont donc dans ce centre paralympique. Et
je suis allé parler avec Jessica, qui a arrêté son entraînement pour venir parler avec moi. E eu penso, como é que eu vou pedir para essa mulher se fantasiar de sereia num filme? Et je me suis dit, comment je vais aller demander à cette femme de se déguiser en sirène dans un film. E de repente eu encontro ela chorando e eu falo, putz, outra gafe, começou cedo hoje. Et tout d'un coup, je la trouve en train de pleurer. Je me dis, mince, encore une autre gaffe. E ela pergunta se você olhou meu Instagram antes da gente conversar? Elle a demandé si je suivais son Instagram avant de commencer à discuter. Antes dela, tipo, ela contou que depois do acidente, ela sentia muita dificuldade de se imaginar completa e se imaginar como uma mulher atraente ainda. Por isso ela tinha feito um ensaio vestido de sereia, que ela tinha acabado de postar, que ela falou que foi muito importante para ela recuperar a identidade feminina. Et elle m'a raconté qu'effectivement, elle avait eu, après son accident, beaucoup de difficultés à se sentir encore comme une femme attirante, et que donc elle avait fait des photos d'elle habillée en sirène, et qu'elle venait de les poster sur son compte Instagram, et que ça l'avait beaucoup aidé. Deux personnages qui sont secondaires, mais qui me paraissent très très importants dans le film. C'est le personnage de Sonia et le personnage de Ignacio, qui à mon sens aussi donnent des clés de lecture du film. En tout cas, ils sont... Enfin, Sonia, dans sa phrase sur les épreuves qu'il faut parfois subir dans la vie, et aussi le personnage d'Ignacio quand il parle du silence, du fait de s'éveiller au silence, c'est s'éveiller soi-même. Donc un mot sur ces deux personnages, comment ils sont apparus dans l'histoire, dans l'écriture, pourquoi ils sont... Enfin, en tout cas, j'ai le sentiment qu'ils sont très importants, et c'est assez rare finalement qu'il y ait des personnages secondaires comme ça aussi importants, dans le sens où ils donnent des clés de compréhension. Bom, eu vou começar, depois eu vou passar para a Joana falar sobre os personagens, a relação dela com eles. A personagem da Sônia, ela foi imaginada porque os atletas, quando fazem as pesquisas, eles eram considerados idosos com 30 anos. Je vais commencer, puis après je passerai le micro à Johanna pour qu'elle puisse raconter sa relation avec eux. Le personnage de Sonia, il est né, parce que quand je faisais mes recherches, je me suis rendu compte qu'on considérait comme âgés les athlètes qui avaient 30 ans. E eu queria que fosse uma super mulher que não tivesse o limite da idade para fazer coisas incríveis. Et je voulais que ce soit une sorte de super femme qui n'avait pas cette limite de l'âge pour faire ce qu'elle faisait. E essa personagem ela foi inspirada numa atleta que competiu em 64, que foi uma saltadora brasileira que competiu nos Jogos de Tóquio no mesmo ano que o Brasil começou a ditadura militar. Et donc ce personnage a été inspiré par une réelle athlète qui a été en compétition aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, qui est aussi l'année où a commencé la dictature militaire au Brésil. E ela esconde uma cicatriz, como muitas pessoas foram torturadas, não gosta de falar sobre o assunto, é um segredo. Et donc elle cache une cicatrice et elle explique des sutures qu'elle n'aime pas parler de ce sujet-là. Agora o Antônio Pitanga, que é o ator que faz o curador do museu, como você sabe, ele é um dos maiores atores do Brasil e com certeza ele está presente em outros filmes exibidos aqui na Cinemateca. Et donc maintenant, Antonio Pitanga, qui fait effectivement le commissaire du musée, comme tu le sais, c'est un des plus grands acteurs brésiliens et il est sûrement montré dans d'autres films présentés ici à la Cinémathèque. Il y a un mois. Então eu vou contar um segredo. Antes, é verdade. Eu consegui trabalhar com o Antônio Pitanga porque meu amigo João Paulo conseguiu coordenar, mudar as datas da filmagem do filme dele para o Antônio conseguir participar das minhas filmagens. Donc je vais raconter un secret, j'ai réussi à tourner avec Antonio grâce à mon ami João Paulo qui a réussi à coordonner les dates de tournage et à changer les dates de tournage pour que je puisse effectivement réussir à tourner avec lui. Então parecia muito interessante esse personagem que começa a sofrer de tinnitus depois que a esposa dele, japonesa, falece. Et donc c'était intéressant ce personnage qui commence à souffrir d'acouphènes après la mort de son épouse japonaise. E para mim esse é um casal que pode existir no Brasil, né? Um homem negro, né? Um artista, né? Casado com uma japonesa, parecia muito interessante. Et donc pour moi c'est un couple qui peut réellement exister au Brésil, c'est-à-dire un homme noir marié avec une japonaise, ça me paraissait intéressant.
E eu acho que tem uma conexão muito forte entre esse personagem que parece a figura mais equilibrada, que seria o mentor da personagem da Marina. Ele é um personagem que também sofre de desequilíbrio, e a Marina, melhor do que ninguém, pode entender isso, especialmente na cena do museu, em que a gente escuta o que as obras de arte se escutam. Será que ele realmente está enlouquecendo ou será que aquele barulho existe de verdade? Eu acho que a personagem da Marina tem uma conexão perfeita para o entendimento deles. Et donc je trouvais ça intéressant que ce personnage qui est un peu le mentor de Marina ait aussi ce déséquilibre et qu'on soit toujours effectivement, par exemple dans la scène dans le musée, qu'elle puisse comprendre, elle effectivement par rapport à son vécu, ce déséquilibre. E agora que eu estou acabando essa primeira turnê na França, antes do filme ser finalizado, vale a pena dividir, se vocês guardarem segredo, que esse personagem foi inspirado num crítico que fez uma crítica sobre o primeiro filme sem ter assistido o filme. Et donc maintenant que je termine cette première tournée en France, je peux vous raconter, si jamais vous savez garder les secrets, que ce personnage a été inspiré par un critique qui a vu mon premier film, enfin qui a fait une critique de mon premier film sans l'avoir vu. E eu falei, eu vou fazer esse canalha sofrer no próximo filme. Et donc je me suis dit, je vais faire cet idiot, on va dire, souffrir dans ce film. Só que em vez de ser um personagem negativo, acabou virando um personagem que, no meu entendimento, é encantador. Sauf que, au lieu de devenir un personnage négatif, finalement, il est devenu, dans ma compréhension, un personnage un peu enchanteur. Então foi uma homenagem ao inimigo. C'était un hommage à un ennemi. Il y a plein, juste, Johanna, je te laisse parler, mais non, c'est important. Mais juste cette histoire de secret, le secret il est au centre du film, il est important dans le film, le secret, les personnages ont des secrets, cette idée-là, elle est très importante. Et puis il y a plein de signes dans le film, effectivement, là tu viens d'en donner un, mais on pourrait aussi dire aussi un nom de quelqu'un que tu aimes bien, qui est Nicolas Klotz, qui est un ami et à qui tu donnes le nom d'un personnage aussi, le nom de Teresa Klotz. Sim. Durante essa primeira apresentação do filme, eu pude passar por Lyon. Eu tenho um bom amigo, advogado, que veio fazer a titularidade dele, o doutorado dele aqui na França. Durant la présentation du film, j'ai eu l'opportunité de passer par la ville de Lyon et j'ai un très bon ami qui est avocat et qui a fait son doctorat ici en France. Ele estuda a questão da repatriação esportiva, que é uma questão muito importante para a identidade contemporânea da França. Et il étudie la question de la rapatriation sportive, qui est une question très importante pour l'identité en France. Como imigrante pode se tornar francês competindo pela França? Comment un immigrant peut devenir français en participant à des compétitions au nom de la France. Então, por isso, eu achei interessante fazer uma homenagem a essa pesquisa, a esse amigo que é muito próximo, escalando uma atleta franco-brasileira e tendo certeza que isso faz sentido dentro do universo esportivo. Et donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire un hommage à cette amie qui est un ami proche, en imaginant cette athlète qui est une athlète franco-brésilienne. Esse cineasta que eu admiro bastante acabou emprestando o sobrenome para o personagem como uma homenagem, nesse caso, para um amigo querido. Et donc ce cinéaste que j'aime beaucoup, il a fini par donner le nom à cet ami que j'aime beaucoup aussi. Johanna, sur du coup, la relation à ce personnage, comment, c'est un peu ce que te proposait de dire Gregorio sur ce personnage de nageuse qui a pu nager sous la dictature, etc. Et la relation au personnage et la relation à l'actrice, peut-être, est-ce que tu peux en évoquer? Alors, moi, je passais beaucoup de temps toute seule à São Paulo. Et quand j'étais pas toute seule, j'étais toujours avec Antonio Pitanga. Parce que lui, c'est quelqu'un incroyable. Ça sait beaucoup sur le théâtre, sur la musique, sur le cinéma depuis les années 60. Donc, c'est un personnage incroyable dans la vie. Donc, on était en relation très proche.
Et c'est mon mentor dans le film. Et pour moi, c'était quelqu'un de très important pour raconter l'histoire de mon personnage. Et aussi notre relation, c'était assez proche avec le personnage de Sonia, Taya Pérez, qui c'est une comédienne incroyable, c'est quelqu'un de très attaché à la danse aussi, et au mouvement. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation assez proche dans la vie. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que m'a appris beaucoup aussi. Et c'est aussi dans le film une menteur pour moi, menteuse. Non, pas menteuse. Ouais. Menteur. Il n'a pas le féminin. Ouais. Donc c'est bien parce que j'ai la. Enfin, c'est facile pour moi d'avoir des relations fortes avec des gens plus âgés. Et c'est drôle parce que pour mon personnage aussi, donc c'est chouette. Peut-être une question, oui. Vou perguntar em português. Eu queria saber um pouco a relação da arquitetura com o filme, porque a gente vê vários símbolos da arquitetura paulista ali, né? Todos, Niemeyer, Artigas, Lina, tudo. Eu vejo uma relação com os enquadramentos, mas queria saber se tem se é só uma paixão ou se tem algo dentro do filme. Oui. Donc c'est une question sur la relation effectivement avec l'architecture et notamment les symboles architecturaux de la ville de São Paulo. Donc certains ont été cités effectivement et donc savoir d'où venait cette relation, s'il y avait quelque chose. Bom, antes de estudar cinema e artes plásticas, eu comecei a estudar arquitetura. Eu venho de uma família de arquiteto. J'ai étudié le cinéma et les arts plastiques et j'ai commencé aussi à étudier l'architecture et je viens d'une famille d'architectes. E eu tenho uma paixão grande por cineasta italiano que expressa os sentimentos através da relação dos personagens com o espaço. Et j'ai une grande passion pour un cinéaste italien qui exprime les sentiments à travers la relation avec l'architecture. O Bernard vai dar um ingresso para quem adivinhar quem é esse diretor. Bernard va offrir un ticket pour celui qui devinera de quel réalisateur on parle. Toute la salle va gagner. Então, eu tinha um cuidado muito grande, não só em escolher os atores, que eu fiz isso com muito carinho, mas em escolher cada uma das locações, achando espaços que pudessem exprimir a emoção que cada uma das cenas que eu escrevi pudesse expressar. Et donc je porte une grande attention bien sûr au choix des acteurs, mais aussi au choix des lieux de décor et aux sentiments qu'ils peuvent exprimer. E a gente passa, claro, por alguns projetos muito importantes, alguns arquitetos renomados. Eu estava procurando uma espécie de relação arquitetônica entre a arquitetura de São Paulo e a arquitetura japonesa dos anos 60. Et donc bien sûr on passe effectivement par plusieurs lieux emblématiques de la ville et je recherchais effectivement à créer une relation architecturale entre ces lieux emblématiques et l'architecture emblématique du Japon des années 60. E isso se faz mais claro não só dentro da arquitetura do Artigas, do Niemeyer, né, do Ricardo de Castro Melo, mas na arquitetura da Lina Bobardi, que se repete várias vezes no filme e que foi importante para mim criar essa ideia imaginária que aparece no final do filme. Et donc ça passe effectivement par plusieurs noms qui ont été cités. Il y avait Niemeyer, il y avait et bref, plusieurs noms d'architectes, mais aussi le nom d'une autre architecte, donc Lina Bobardi, qui exprimait bien, selon moi, cette idée. E a gente passa por vários projetos dela e pelo vermelho do Artigas para a gente conseguir chegar naquele final e a gente conseguir imaginar um Japão a partir de habitante de São Paulo pode imaginar. Et donc effectivement on passe par différentes réalisations de sa part et on arrive effectivement à ce rouge, le rouge d'Artigas pour avoir la vision du Japon que peut avoir effectivement un habitant de la ville de Sao Paulo. É isso? Bon, dernière question. Bonsoir.
Merci beaucoup, c'est un très beau film. La question, c'est sur la relation avec les doubles, dans la relation entre Ali et l'autre personnage. Comment vous avez conçu ça? Est-ce qu'elle existe ou elle n'existe pas? Essa é uma pergunta que você pode responder. Estou curioso por ver a resposta. C'est une question à laquelle vous pouvez répondre et je suis assez curieux d'entendre la réponse. Peut-être pour terminer, Jonathan, est-ce que tu peux nous rejoindre? Donc Jonathan Musset, distributeur du film, qui va sortir le 5 juillet. Non, mais enfin, voilà, je voulais saluer déjà ton travail, Jonathan. Donc One Night Pitch sort pas mal de films dans les salles, et notamment des films brésiliens, puisqu'on parle d'un film brésilien. Est-ce que déjà tu peux dire un mot peut-être sur le film et le fait, et peut-être dire un petit peu pourquoi le film est décalé? Je ne sais pas si tu veux le dire d'ailleurs. Je suis pas sûr. Alors bonsoir à tous. Alors déjà, ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est que Grégorio achève aujourd'hui une tournée de 10 jours en France avec beaucoup de voyages en temps de grève, c'est pas évident. donc voilà, il est allé à Lyon, il l'a dit tout à l'heure, à Toulouse, à Nantes, à Marennes, à Cahors. Enfin, une bonne petite tournée, il est même jusqu'à 7. Donc forcément, c'était un plaisir de t'avoir, Johanna également. Moi j'ai envie de dire, en fait, alors je sais pas si ça intéresse les gens, mais donc Waina Pitch, vous retenez pas Waina Pitch, retenez juste Waina, waina.fr, voilà, si vous voulez aller voir ce qu'on fait. En fait, on essaie de défendre des gestes de cinéma. Alors en fait, il y a un journaliste récemment qui vient de dire qu'on aimait les films avec des femmes fortes, je pense que c'est vrai, mais c'était pas forcément volontaire, et avec une part de mystère. Donc ça a été résumé comme ça par un journaliste récemment, je pense que c'est pas complètement faux. Donc après, en réalité, ouais, on essaye d'aller les chercher, les films, quand ils ont une originalité, ils ont quelque chose de particulier. En fait, tous les sujets ont peut-être été déjà traités au cinéma, mais parfois avec une touche différente. Moi, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, mais enfin, un film qu'on écoute avant de le regarder. C'est assez rare, en fait, un film dont on se rappelle, alors que l'image est absolument superbe. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on se rappelle de son son. Et ce travail sur le son nous a impressionnés. Les films brésiliens, en fait, moi je suis tombé amoureux du cinéma brésilien par, je ne sais pas si vous la connaissez, Anita Rocha da Silveira. Donc le premier film que Waina Pitch avait distribué au cinéma, c'était le premier film d'Anita. On a également distribué son deuxième. Et moi je me suis dit, voilà une génération de cinéastes hyper créatifs. Je trouve que dans le cinéma brésilien actuellement, et depuis une dizaine d'années, dans la jeune génération, il y a vraiment quelque chose de créatif qui se passe. Et c'est peut-être ça qui nous a conduit vers ce cinéma. Mais à la base, on cherche vraiment, c'est une recherche de fraîcheur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se réinventer, il faut essayer d'innover encore plus que jamais, j'ai envie de dire, dans l'après-Covid. Si on veut que le cinéma se renouvelle, il faut essayer d'aller chercher des films qui essayent de renouveler. Alors, c'est pas toujours réussi. Parfois, on sort des films qui peut-être n'étaient pas suffisamment aboutis, mais parfois on sort des films qui apportent quelque chose. Moi je trouve que Tinnitus, c'est un film qui essaye vraiment quelque chose, notamment sur le son. Voilà. Alors, juste après, on sort le 7 juin, Regra, alors je ne parle pas brésilien, donc je vais le dire en français, donc Règle 34, de Julien Murat, qui est présenté actuellement, qui a été présenté hier au Festival Film de Femmes de Créteil. On a un enchaînement de sorties dans les jours qui viennent. Et puis il se passe quelque chose qui est très particulier cette semaine pour nous, c'est qu'on a 5 films qui sont joués à Paris en moins de 3 jours. Ça ne nous est jamais arrivé, donc on est très contents. Des films à chaque fois de réalisatrices, sauf le tien, Grégory. Voilà, donc je sais pas. Je trouve que c'est important. Alors après, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est que effectivement, le film était daté le 29 mars. Et alors, je ne suis pas obligé d'y répondre, mais je vais quand même y répondre parce que c'est vrai qu'on vit. Alors, c'est une période qui est vraiment particulière parce que d'un côté, je trouve qu'il y a plein de choses qui se passent qui sont très excitantes. Alors, je vais juste vous le dire parce que pour moi, c'est l'exemple absolu. Je ne sais pas, vous connaissez tous maintenant, je pense, ChatGPT, parce que depuis 15 jours, on entend parler de ChatGPT partout. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui est capable d'écrire des scénarios. Et
pour le résumer, ça fait plus de choses que ça, mais c'est entre autres capable d'écrire des scénarios. Et en fait, ça ouvre des perspectives où on se dit, mais c'est un peu flippant dans la période qui est en train de s'ouvrir là. Et à côté de ça, on a un quotidien. Donc moi, je trouve ça très excitant en fait de se dire tout ça, ça va évoluer en fait. Et il faut être à l'écoute de ces évolutions. Et puis de l'autre côté, on est dans un concret là, très concret, qui est que les films de la diversité dans lesquels s'inscrit Tinnitus, donc c'est des films qui ne sont pas avec des comédiens connus, qui ne sont pas des blockbusters américains. C'est vrai que depuis 2 ans, on a du mal à les faire exister. Alors, je ne sais pas si... Alors vous n'êtes pas représentatif de ça, parce que forcément, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez une certaine curiosité. Mais on se rend compte que la masse du public, il y a une difficulté aujourd'hui à faire vivre les films de la diversité. Donc nous, on a daté le film au 29 mars. On lui a créé une belle tournée d'avant-première, je pense, jusqu'à ce soir. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, il y avait tellement de films qui arrivaient sur cette date du 29 mars, donc ça, c'est un problème de distributeur que le grand public n'a pas forcément conscience, mais il y avait plein de films. Alors nous, on a des salles qui commençaient à nous dire, en fait, Tinnitus, on va lui mettre qu'une séance par-ci, par-là, puis nous, on s'est dit, ce film-là, on ne peut pas le sacrifier. Donc on fait venir Grégorio, on lui fait faire cette tournée de 10 jours, on la maintient malgré tout. Par contre, on repousse le film à un moment de l'année qui va lui permettre d'avoir une plus belle sortie en salle. Donc le film sortira le 5 juillet sur une plus belle combinaison de salles que ce qu'on aurait pu avoir le 29 mars. Mais vous imaginez bien que pour nous, pour notre travail, c'est quelque chose qui est pas forcément évident et qui, bien sûr, n'intéresse pas forcément le grand public, et je peux le comprendre. Après, voilà, nous, on fait ça avec le cœur, on défend les films avec le cœur, et quand ce film, on s'est dit, là, il ne va pas avoir la vie méritée, on a décidé de le décaler, puis on va le travailler 2 fois. Donc, si vous pouvez parler aux amis, parler les gens, Saint-Julier. Oui. Voilà. Je trouvais important que tu prennes la parole et que tu parles aussi de ça, parce que ça fait partie aussi de... c'est une parole qui n'est pas souvent entendue, la parole des distributeurs n'est pas... Alors, oui, voilà, effectivement, c'est pas forcément intéressant non plus, mais c'est vrai que je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est hyper important d'être curieux, en fait. Et je pense que le cinéma, l'avenir du cinéma, c'est un public qui va voir un cinéma différent. Il permet à des créateurs comme Grégorio de le montrer que c'est hyper important. Voilà. Et la semaine prochaine, puisque donc vous savez que cette programmation est hebdomadaire, on donnera aussi on offrira cet espace du lundi soir à un cinéaste qui s'appelle Thomas Bardinet et à une plateforme qui distribue et qui produit des films qui s'appelle Prélude. Prélude est une nouvelle plateforme consacrée au cinéma très indépendant, très alternatif, et restaure des films. C'est le cas du Cri de Tarzan, un film des années 90 de Thomas Bardinet qui du coup ressurgit, et on va le montrer, on l'a montré ici même il y a 10 ans en fait, alors qu'il avait déjà été fait presque 15 ans avant. Donc du coup, c'est l'idée d'une résurrection d'un film, le Cri de Tarzan, un film très romanesque, un film absolument incroyable. Et Thomas Bardinet sera là et on parlera de cette plateforme Prélude, donc ce sera lundi prochain, voilà. Avec toujours cette idée, le lundi soir, de naviguer d'un espace à un autre. Voilà. Donc merci beaucoup, merci Johanna, merci Grégorio, merci à toi. Obrigado.